Merci beaucoup. Et comme une Alexandra peut en cacher une autre, je vous demande d'accueillir Alexandra Tassin, qui va nous parler, elle, des atteintes respiratoires dans la FSHD. C'est ça? Super. Merci pour elle. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je ne sais pas si je vais pouvoir remplacer Alexandra Belaïev. Voici un grand challenge que m'a donné Hichem. Alors, moi je fais partie du laboratoire de physiologie, physiopathologie et réadaptation respiratoire qui est dirigé par le professeur Alexandre Legrand. Je suis chef de travaux dans ce laboratoire. Je vous ai remis une petite carte de la Belgique avec Mons, donc on se trouve ici. Ça peut être utile à tout hasard. Alors, dans mon laboratoire, on s'intéresse à la FSHD, bien entendu, et on s'intéresse également aux interconnexions qu'il peut y avoir entre l'oxygène et le muscle. Alors, comme Alexandra, pour que vous puissiez comprendre les projets que l'on fait au sein du laboratoire, j'ai besoin de vous expliquer 2-3 petites choses sur l'oxygène et sur le muscle. Donc, on va commencer par le commencement. Comment est-ce que l'oxygène arrive au tissu musculaire? Alors normalement, si ça marche, je devrais voir apparaître oxygène. Oxygène. Il est là. Alors l'oxygène, évidemment, il est dans l'air que nous inspirons. Nous inspirons cet oxygène qui arrive au niveau des poumons, basiquement. Au niveau des poumons, on trouve des structures que l'on appelle les alvéoles pulmonaires. Et au niveau de ces alvéoles, il y a des vaisseaux sanguins qui passent. Et à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins, il y a des globules rouges. Et les globules rouges, ce sont des petites cellules dont la spécialité, c'est de transporter justement l'oxygène. Alors, elles vont transporter cet oxygène d'abord jusqu'au cœur, et puis le cœur va propulser le sang dans tous les tissus et jusqu'aux muscles d'ailleurs. Donc, si l'animation fonctionne, l'oxygène passe dans les poumons, dans l'alvéole, sur les globules rouges, jusqu'aux muscles. Et ici, nous sommes dans le muscle. Donc jusque-là, ça c'est ce qu'on appelle la respiration externe. Mais il y a également une respiration dite interne. Donc là, il faut aller à l'intérieur du muscle et voir ce qui se passe à l'intérieur du muscle. Alors dans le muscle, il y a l'appareil contractile et il y a aussi des usines à énergie. Ces usines à énergie, elles utilisent l'oxygène et grâce à l'oxygène, elles vont pouvoir produire de l'énergie. Alors l'énergie dans notre corps, sous sa forme chimique, l'énergie, on l'appelle ATP. Donc à chaque fois que vous entendez ATP, ça signifie énergie. Alors si on regarde un petit peu plus, en un peu plus grand, ce tissu musculaire, donc là on a à l'intérieur du muscle, on retrouve évidemment l'appareil contractile ici en rouge, c'est ce qui permet donc aux muscles de se contracter, et on retrouve ici en plus grand ces usines à énergie qui sont colorées sur cette image en vert. Ces usines à énergie, on les appelle les mitochondries. Alors comment ça va fonctionner? On a besoin donc d'oxygène pour que le muscle puisse se contracter et déplacer les pièces osseuses auxquelles il est attaché. Et lorsque l'on fait un exercice, des mouvements, le muscle va consommer l'oxygène qui nous vient des poumons, il va consommer cet oxygène, beaucoup d'oxygène. Un équilibre entre l'oxygène que l'on apporte au niveau du muscle et l'oxygène que l'on consomme. Si à un moment donné il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que je fais un exercice trop intense ou trop fort, trop longtemps, je consomme beaucoup d'oxygène et les poumons, si vous voulez, n'arrivent plus à suivre. C'est-à-dire qu'on n'amène pas assez d'oxygène pour couvrir les besoins. Ce qui se passe dans ce cas-ci, c'est que le muscle a besoin de beaucoup d'oxygène pour pouvoir continuer à produire de l'énergie, pour pouvoir continuer à produire du mouvement. Si on a un déséquilibre, c'est-à-dire on n'a plus assez d'oxygène pour couvrir les besoins, on va appeler ça l'hypoxie ou le manque d'oxygène. En réalité, il y a toujours autant d'oxygène qui passe par les poumons, je n'ai pas de problème de poumons, tout va bien, j'arrive toujours à amener l'oxygène au niveau de mon muscle, mais le problème, ce n'est pas que l'oxygène arrive mal ou j'ai un problème de poumon, c'est que mon muscle en demande trop dans ce cas-là. D'accord ? Si j'en demande trop, il n'y en a plus assez. J'ai trop d'enfants qui demandent des bonbons, et bien à la fin, il n'y en a plus. Pourtant, il y en avait beaucoup au départ. Alors, notre corps va pouvoir sentir qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Il va pouvoir sentir qu'il n'y a pas assez d'oxygène et s'adapter.
Elle dit ok, j'ai pas assez d'oxygène, je vais le sentir et je vais m'adapter au fait qu'il n'y a pas assez de disponibilité en oxygène vu que mes muscles en utilisent beaucoup. Alors je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais ces 3 hommes, ces 3 scientifiques et médecins ont reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine cette année. Il s'agit de William Kaelin, Peter Radcliffe et Greg Semenza. Donc il y a 2 Américains et un Anglais. Et c'est justement ces 3 scientifiques qui ont découvert, donc ils ont reçu le prix Nobel pour leur découverte de comment les cellules sense and adapt to oxygen availability. Donc comment les cellules arrivent à sentir et à s'adapter à la disponibilité en oxygène. Tout ce que je vais vous raconter maintenant, ce sont ces 3 scientifiques qui l'ont découvert. Alors ils ont découvert tout d'abord une protéine chef, qui n'est pas d'OX4, mais qui est une autre protéine chef, elle agit de la même manière. Son rôle dans la vie, c'est d'aller dans le noyau des cellules et d'activer toute une série de gènes. Donc c'est une protéine chef aussi. Alors Alexandra, elle a choisi le chef de cuisine, moi j'ai choisi le chef d'orchestre. Donc, IF1-alpha, c'est une protéine chef, comme DOX4, mais elle a d'autres rôles. Eh bien, son rôle, eh bien, c'est justement de sentir, c'est cette protéine-là qui va nous aider à sentir qu'on manque d'oxygène et à s'adapter en fonction. Alors, comment d'abord elle va sentir qu'on manque d'oxygène? On manque d'oxygène, comment cette protéine-là va le sentir? Eh bien, si je reprends une cellule avec le noyau, l'ADN à l'intérieur, et j'ai pris l'exemple d'une cellule de muscle, mais c'est vrai pour d'autres cellules, et on retrouve ici notre protéine chef qui s'appelle IF1. Eh bien, lorsque l'on a assez d'oxygène, donc lorsqu'il y a assez d'oxygène, tout va bien, la protéine IF1, notre chef, est modifiée. Vous voyez ici, il lui pousse des oreilles de Mickey. Elle est tellement ridicule comme ça qu'on l'envoie à la moulinette à protéines. Alors, il passe par le protéasome, la moulinette à protéines, on appelle le protéasome. Et lorsque j'ai assez d'oxygène, on a les oreilles de Mickey et boum, détruit. Par contre, lorsque je n'ai pas assez d'oxygène, comme dans la situation d'hypoxie qu'on a vu tout à l'heure, j'ai un manque d'oxygène, et bien le chef d'orchestre, il n'est pas modifié. Vu qu'il n'a pas d'oreille, il n'est pas ridicule, donc il peut rentrer dans le noyau. Et son rôle, comme toute protéine chef, c'est de se lier sur l'ADN pour activer ses cibles. Donc il active ses cibles. Lorsque les cibles sont activées, on fait la copie de la recette de toute une série d'autres protéines. Cette copie quitte le noyau et on produit des protéines qui sont les protéines cibles du chef d'orchestre IF1-alpha. Donc lorsque IF1-alpha a senti qu'il n'y avait pas assez d'oxygène, il rentre dans le noyau et active toute une série de cibles. Et ces cibles, c'est quoi? Ce sont des protéines également, ce sont des gâteaux. Et ces gâteaux, ce sont les gènes de réponse à l'hypoxie. Ce sont tous les gènes qui vont nous permettre de réagir au fait qu'il manque de l'oxygène. Donc lorsqu'on parle de gènes, évidemment, nous sommes sur l'ADN, et bien entendu que ces gènes vont être transcrits et puis traduits en protéines de réponse à l'hypoxie. Alors, toutes ces protéines de réponse à l'hypoxie, qu'est-ce qu'elles vont faire? Parce qu'on dit, ben voilà, IF1-alpha, il a senti, il a permis à la cellule de sentir qu'il n'y avait pas assez d'oxygène, et il va produire des protéines qui vont nous permettre de s'adapter à ce manque d'oxygène. Mais comment on s'adapte à un manque d'oxygène? Qu'est-ce qu'il va faire, ce chef, au final? Il va faire plusieurs choses. Lorsqu'on manque d'oxygène, le premier organe qui va sentir qu'il n'y a pas assez d'oxygène, c'est le rein. Et le rein, il va produire un message. Le message, c'est l'EPO. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'érythropoïétine. Ceux qui suivent les coureurs cyclistes, à mon avis, ont déjà entendu parler de l'érythropoïétine. Donc c'est le rein qui envoie ce message d'érythropoïétine aux os. Et les os vont, en réponse à ce message, produire plus de précurseurs de globules rouges. Et donc on va avoir, s'il y a plus de précurseurs de globules rouges, cellules précurseurs, il va y avoir plus de globules rouges. Je vous ai dit que IF1 permettait de s'adapter à l'hypoxie. On y est. Si j'ai moins d'oxygène,
Si je veux m'adapter à ce manque d'oxygène, ce que je peux faire, c'est améliorer le transport de l'oxygène. Si j'ai plus de globules rouges, comme ce sont justement les globules rouges qui fixent l'oxygène et l'amènent aux muscles, eh bien, ok, j'ai pas assez d'oxygène, et pour pallier à cela, je vais avoir plus de globules rouges pour amener mieux l'oxygène que j'ai jusqu'aux muscles. C'est une façon de s'adapter. Alors ici, on augmente le transport, donc on augmente le nombre de camions, si vous voulez, qui contient de l'oxygène. Mais ce n'est pas le tout d'augmenter le nombre de camions, je dois aussi augmenter le nombre de routes. Et donc, j'augmente aussi le nombre de vaisseaux sanguins. Où est-ce qu'intervient I1 alpha là-dedans? Il intervient un peu partout. Il intervient au niveau du rein pour stimuler le premier message, EPO, et il intervient aussi dans la formation de nouveaux vaisseaux sanguins que l'on appelle l'angiogénèse. I1 alpha va stimuler l'angiogénèse. Il va permettre comme ça de répondre au manque d'oxygène. À l'intérieur de mon muscle, j'ai aussi I1 alpha. Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de mon muscle? Donc je retourne à l'intérieur de mon muscle au niveau de ces usines à énergie. I1 alpha, son rôle dans la vie, c'est de s'adapter au manque d'oxygène. Qu'est-ce qu'il va dire au muscle? Il va dire au muscle, mais ce n'est pas la peine d'utiliser cette voie-ci. Donc on a vu tout à l'heure qu'on utilisait l'oxygène pour faire de l'énergie. I1 alpha va dire, c'est pas la peine de prendre cette voie-ci, j'ai pas assez d'oxygène. Si j'ai pas assez d'oxygène, eh bien, ce n'est pas la peine de passer par les mitochondries pour produire de l'énergie. Il faut prendre un autre chemin. Il va dire à la cellule de muscle, utilisez les réserves d'énergie que vous avez. Donc, ce que je ne vous ai pas expliqué sur le schéma tout à l'heure, on a fait le rouge, on a fait le vert, on n'a pas fait le jaune. Le jaune, ce sont les réserves d'énergie de mon muscle. C'est du glycogène. Ce sont des molécules de sucre qui sont disposées en petites chaînettes. I1 alpha va donc favoriser cette voie-ci de production d'énergie. On va détruire le glycogène pour former du sucre et on va produire de l'énergie. I1 alpha va dire, n'utilisez pas cette voie-ci parce que je n'ai pas assez d'oxygène, prenez toujours cette voie-ci. Le gros avantage de cette voie-ci, c'est qu'on n'a pas besoin d'oxygène, vous l'avez compris, mais le désavantage, c'est que regardez la quantité d'ATP qui est produite, la quantité d'énergie est moindre dans cette voie-ci. Donc I1 alpha permet de s'adapter au manque d'oxygène, mais il oblige quelque part la cellule musculaire à utiliser une voie qui est moins rentable, si vous voulez. Alors, c'est quoi le rapport avec la FSHD? Parce que c'est bien beau, elle nous raconte l'oxygène, le muscle. Bon, la FSHD, il est vraiment en temps maintenant. Eh bien, les gènes cibles de I1 alpha sont activés, on ne sait pas pourquoi, dans le muscle FSHD. Je devais d'abord vous raconter c'était quoi son rôle à celui-là, à ce chef d'orchestre, pour vous expliquer ensuite, ben voilà, d'après l'étude réalisée par Christopher Banerjee, certains d'entre vous le connaissent peut-être, Christopher Banerjee travaille dans le laboratoire de Peter Zamit au King's College de Londres. Et il a réalisé une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est un truc un petit peu compliqué de mathématicien. En gros, il a étudié le réseau moléculaire de la FSHD. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a compilé toute une série d'études qui ont été réalisées sur des muscles FSHD pour essayer de ressortir les voies principales qui étaient dérégulées dans le muscle FSHD. Il essaye de voir toutes les voies, les plus grosses voies moléculaires qui ont un problème dans le muscle FSHD. Et en faisant cela, il a découvert différentes voies, dont I1 alpha. Alors, maintenant la question c'est pourquoi les gènes de réponse à l'hypoxie sont induits dans le muscle FSHD. Pourquoi? Parce que normalement, ça doit être induit quand on manque d'oxygène. Pourquoi est-ce que ça induit dans les muscles FSHD? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est celle peut-être qui va vous sauter aux yeux en premier lieu, c'est, eh bien, est-ce que j'ai un problème respiratoire? J'ai un problème respiratoire, donc je manque d'oxygène. Si je manque d'oxygène, je dois activer I1, et c'est normal alors d'avoir une activation d'I1 dans mes muscles. Alors on va essayer donc de s'intéresser à l'atteinte respiratoire dans la FSHD. Je pense que c'est ça qui vous intéresse ici pour l'instant. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a une atteinte respiratoire dans la FSHD? Pour voir si cette hypothèse-là peut être retenue ou pas. Alors si on prend historiquement les études, la première étude que j'ai trouvée, c'est une étude publiée en 2004, qui est une étude qui a été réalisée en Hollande, et ces chercheurs, ils ont essayé d'identifier combien de patients nécessitaient un support ventilatoire pendant la nuit, c'est-à-dire une aide pour les aider à respirer pendant la nuit. Et ils ont dit, leur conclusion, c'est que ça ne concerne que 1%
des patients hollandais et que c'est associé à une grande sévérité de la pathologie. Donc on a longtemps pensé, c'est rare les troubles respiratoires dans la FSHD, c'est pas typique de la maladie et c'est surtout pour les cas qui sont les plus sévères. Alors il y a eu d'autres études plus récentes. Vous voyez celle-ci, c'est une étude septembre 2019 où on a eu un intérêt pour les muscles respiratoires. Pour bien respirer, on a besoin de bons poumons, mais on a aussi besoin des muscles respiratoires. Et ces Allemands, ces chercheurs allemands se sont intéressés aux muscles respiratoires. Malheureusement, c'est une étude sur une petite population de patients. Donc il y a toujours le point d'interrogation, est-ce que c'est valable pour une plus grande population? Donc entre ce que je vous dis et la réalité, mettez quand même des bémols. Cela concerne 14 patients. Ces chercheurs rapportent néanmoins qu'il existe une faiblesse des muscles expirateurs, notamment les muscles abdominaux. Les muscles abdominaux, ce sont des muscles expirateurs. On ne peut pas toujours se rendre compte à quel point nos abdominaux sont importants. Et donc, muscles expirateurs, on en a besoin pour tousser. Lorsque vous toussez, ou lorsque vous voulez cracher, tousser et cracher, on a besoin des muscles expirateurs. Et c'est important de pouvoir tousser et cracher correctement pour désencombrer ces bronches lorsqu'on a une infection, par exemple. Donc, le fait d'avoir une faiblesse des muscles expirateurs, encore une fois, mettez des bémols à tout ceci, petite population de patients, mais on a pu déceler une faiblesse des muscles expirateurs qui peut poser problème pour tousser et cracher, et donc pour le désencombrement bronchique lorsque l'on est malade. Dans une moindre mesure, mais c'est rapporté également par cette étude, une faiblesse au niveau du muscle diaphragme. Vous voyez ici, quand il se contracte, on ouvre la cage thoracique. Le diaphragme, lui, permet plutôt d'inspirer. Donc il y a les muscles qui permettent d'inspirer et les muscles qui permettent d'expirer correctement. Donc voilà, sur une petite population de patients, on décèle des faiblesses au niveau des muscles respiratoires, surtout muscles expirateurs. Mais tout ça n'est pas encore très connu. Vous aurez compris que tout ça n'est pas encore très connu, les études sont encore très limitées à ce sujet. Alors, ceci par contre, d'après mes lectures, c'est le plus important, parce que c'est quelque chose que l'on retrouve dans 3 études indépendantes, comme disait Alexandra tout à l'heure. Quand il y a 3 groupes de chercheurs qui trouvent la même chose, c'est que peut-être on commence à approcher des choses qui sont tout à fait relevantes. Sleep-related breathing disorders, les désordres respiratoires liés au sommeil. On retrouve, donc, ces 3 études rapportent qu'il y a une plus grande fréquence d'apnée du sommeil, de problèmes de sommeil, de problèmes respiratoires liés au sommeil chez les patients FSH que dans une population contrôle, par exemple. Donc il y a déjà, chez les personnes qui n'ont pas la FSHD, certaines personnes font des apnées du sommeil ou ont des problèmes pour respirer durant la nuit. Pourquoi est-ce que quand on n'a pas la FSH, il y a un risque quand même d'avoir des problèmes respiratoires pendant la nuit? C'est parce que lorsque l'on dort, la tonicité des muscles ici de la langue et des muscles des pharynx diminue. On dort et cette tonicité diminue. Et donc ce qui peut se produire, c'est que ces muscles vont obstruer le passage de l'air, c'est pour ça qu'on appelle ça apnée obstructive du sommeil, parce qu'on a une obstruction au passage de l'air. Le patient va alors avoir un micro-réveil et il va recommencer à inspirer. Ensuite, il va se rendormir, la tonicité des muscles va encore diminuer, hop, obstruction, l'air ne passe de nouveau pas et micro-réveil, il va se réveiller. C'est ce qu'on appelle les apnées du sommeil. Eh bien, on peut tout à fait comprendre, mais cela n'est pas encore très étudié. Là, c'est une hypothèse que je fais. Peut-être que chez les patients FSHD, vu qu'il y a déjà un souci au niveau des muscles faciaux, est-ce qu'il y a une faiblesse musculaire au niveau de la langue et du pharynx qui accentue encore le risque de faire des apnées du sommeil? Ça ne veut pas dire que tous les patients, que vous tous vous avez fait des apnées du sommeil, mais je pense qu'il doit y avoir un risque plus important chez les patients FSHD à développer des apnées du sommeil. Ces 3 études le pensent aussi. 17 patients sur les 31 qui ont été contrôlés font des apnées obstructives du sommeil. 8 patients sur 31 ont des hypoventilations la nuit. Donc, d'après mes lectures, s'il y a un problème respiratoire dans la FSHD, à mon avis, il se manifeste essentiellement la nuit. Alors, ma première hypothèse. Pourquoi les gènes de réponse à l'hypoxie sont induits dans la FSH? Est-ce que c'est parce qu'il y a une atteinte respiratoire dans la FSHD? La réponse est oui, peut-être, mais cela ne concernerait qu'une partie des patients atteints de FSHD, une partie seulement, parce que tout le monde n'a pas des problèmes respiratoires.
Mais l'analyse de Christopher, qui a démontré qu'il y avait une activation DIF1 dans le réseau moléculaire de la FSHD, lui, c'est une méta-analyse, c'est-à-dire ça a été réalisé en compilant une série d'études, de données issues de différentes études indépendantes. Lui, ce qu'il a trouvé, probablement que cette activation DIF1 est typique du muscle FSHD, quelle que soit l'atteinte respiratoire. Donc peut-être qu'effectivement IF1 s'allume parce qu'il y a un problème respiratoire, mais cela ne concernerait qu'une partie des patients. Ce que Christopher dégage dans son étude, et il ne montre pas que IF1, il a différentes voies qui sont activées. Moi j'ai repris l'exemple de IF1, ben, pour moi, c'est des choses qui sont typiques de la FSH et qu'il y ait atteinte respiratoire ou pas. Donc cela nous amène à la deuxième hypothèse, est-ce que IF1 alpha est activé par quelque chose qui est commun à tous les patients FSHD? Et qu'est-ce qui est commun à tous les patients FSHD? L'activation de DUX4. L'idée ici, est-ce que DUX4, le chef fou, causerait une activation inappropriée d'IF1 alpha alors qu'il ne faut pas? C'est-à-dire, chez certains patients où il n'y a pas de manque d'oxygène, ou d'un point de vue oxygène, tout va bien, est-ce que DUX4 activerait quand même IF1 alpha? Simplement parce que c'est un chef fou qui active tout et n'importe quoi alors qu'il ne le faut pas à ce moment-là. La deuxième hypothèse est donc que DUX4, le chef fou, obligerait le chef d'orchestre IF1 alpha à lever son bras et à activer les gènes de réponse à l'hypoxie, à jouer plus fort alors qu'il ne le faut pas, alors que ce n'est pas nécessaire. C'est la deuxième hypothèse. Et c'est sur cette hypothèse que l'on travaille au laboratoire. On a initié le projet DUX4, X1, IF1, Crosstalk, InFSHD, donc la communication entre DUX4 et IF1 alpha. Et c'est une doctorante, Tuyang Nguyen, qui réalise sa thèse à l'UMONS dans mon laboratoire et en collaboration étroite, évidemment, avec le groupe de Peter Zammit. Alors, elle a d'abord regardé si, lorsque l'on allumait DUX4 artificiellement dans des myotubes, donc des cellules musculaires en culture, on a testé l'hypothèse, si on allume DUX4, est-ce qu'on active IF1? La réponse est oui, dans les myotubes. Si on induit DUX4, on a une augmentation du nombre de noyaux IF1 alpha positifs. Bon, c'est pas fini l'histoire. Elle doit encore faire beaucoup de recherches, Tuyang. Crosstalk entre IF1 et DUX4. Comment est-ce que DUX4 active IF1? Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le muscle? Et inversement, si chez les patients chez qui il y a un manque d'oxygène, parce qu'il y en a, est-ce que l'activation d'IF1 peut avoir des conséquences sur l'expression de DUX4? C'est pour ça qu'on appelle ça le crosstalk, c'est l'intercommunication. Elle va étudier l'intercommunication entre les deux et les conséquences sur le muscle. Alors au départ, quand nous avions cette idée de travailler avec Peter sur IF1 plus particulièrement, on n'avait pas d'argent. Et Tuyang n'avait pas de bourse de thèse. Alors c'est là que les amis FSH nous ont tracé la route. On a reçu le coup de main nécessaire à démarrer cette étude-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si je trace la route, ils ont financé un séjour pour que Tuyang aille dans le laboratoire du professeur Peter Zammit pour déjà avoir quelques résultats préliminaires. Et cela l'a beaucoup aidé à obtenir une bourse de thèse par la suite en Belgique. Donc elle a dû défendre son projet en face d'un jury et à la fin, il finançait que 2 personnes sur 10, donc c'est 1 personne sur 5 à peu près. Mais le fait d'avoir déjà eu ce financement des amis FSH, le fait qu'on ait pu prouver qu'il y avait déjà une collaboration établie avec le groupe de Londres, ça a appuyé le projet, ça nous a vraiment permis de décrocher cette bourse de thèse. Donc Tuyang maintenant est donc payé pour ce projet. J'ai dans la foulée fait une demande de fonctionnement, c'est-à-dire pour payer les produits au laboratoire, les produits coûtent cher. Donc j'ai fait une demande de fonctionnement au FNRS, donc c'est le Fonds national de la recherche scientifique belge. Donc elle a une bourse de thèse pour ceci. Et j'ai demandé un peu d'argent pour pouvoir faire les manipulations, les produits au laboratoire. Demande de crédit, c'est-à-dire je n'ai pas encore la réponse, on devrait l'avoir au niveau du mois de décembre. Et Tuyang s'est également rendu au congrès de la FSHD Society grâce au prix Denise Bourgeois que lui a attribué l'ABMM, donc c'est l'association belge contre les maladies neuromusculaires qui a donné un prix à TUI pour pouvoir aller au meeting de la FSH Society. Alors j'espère que ce chemin va nous mener à une meilleure compréhension de la maladie et de nouvelles pistes thérapeutiques à la fin de sa thèse. On n'est encore qu'au tout début. Donc je remercie chaleureusement les amis FSH
pour cette aide. Pas uniquement celle-là, parce que les amis FSH soutiennent ma recherche depuis des années. Et c'est très important pour nous. Au passage, je remercie également la BMM. Je vous présente toute mon équipe, tous nos collaborateurs sur ce projet d'Oxcat IF1 Crosstalk, les financements qu'on a pu avoir. Ici, deux petites photos donc, de Tuyang au meeting à Bordeaux. Vous connaissez certaines personnes que vous connaissez ici. On a Pierre, Vincent, Peter. Et une photo de Thuy également, mais elle est perdue dans la foule, je pense qu'elle est là, au meeting de la FSH Society à Marseille. Voilà, je vous remercie encore pour votre accueil. Et voilà. J'espère que je suis dans les temps. Oui, bravo, précision redoutable, c'est ce que je disais à Alexandra, il est exactement 10h15, c'est quand même fou. On a quand même le temps de prendre quelques questions, si on a dans l'audience après ces excellentes nouvelles. Sur... oui. C'est un très bel projet et il y a des publications sur MicroRay fait par le groupe de Rochester Rabbit Owl qui parle de problèmes au niveau des vaisseaux de vascularisation. Et donc, est-ce que le fait qu'il pourrait y avoir des problèmes de vascularisation au niveau des vaisseaux, comme on voit pour le problème de rétine, etc., pourrait influer dans la production de l'augmentation de IF1 alpha? Oui, mais merci pour ta question. C'est justement quelque chose qui nous intéresse. Évidemment que si, comme IF1 alpha est capable en fait d'activer l'angiogénèse, disons que ça pourrait être aussi une explication au problème de vaisseaux sanguins. On a vu dans ma présentation au tout début que IF1 alpha augmentait le nombre de vaisseaux sanguins pour justement améliorer l'arrivée d'oxygène. Donc il est possible qu'il fasse cela alors qu'il n'est pas censé le faire parce qu'il n'y a pas de problème d'oxygène. Donc voilà, ça pourrait être, ça va dans le sens de notre hypothèse. Ben, merci beaucoup. Ah, une autre question. Isabelle. Juste grosso modo, est-ce que la qualité de l'air peut influencer par rapport à la production d'énergie justement? Et donc la qualité de l'air, je pense que c'est un problème pour tout un chacun, pour tout le monde. À mon avis, pas plus pour vous que pour tout le monde, avec un point d'interrogation. On n'en sait encore rien pour tout le monde. Ce n'est pas encore très très clair en fait l'effet que peut avoir une mauvaise qualité de l'air sur nos poumons. Et donc il peut y avoir aussi tout le système de nanoparticules où on peut avoir des dépôts au niveau des poumons. Évidemment que tout ceci, ça fait l'objet d'études et ça peut, évidemment, ces nanoparticules peuvent donner lieu à des pathologies à ce moment-là pulmonaires qui, à mon sens, ne sont pas liées à la qualité du muscle. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour bien respirer, il faut à la fois avoir de bons poumons et il faut aussi avoir de bons muscles. À mon avis, le premier effet d'une mauvaise qualité de l'air, ça va être des dépôts au niveau du poumon. Donc ça en rajouterait au problème, en fait, je pense. Et il y aurait un impact sur le muscle, alors qu'il pourrait être indirect, alors. Je pense. Cigarette avant nanoparticules. Cigarette, pas bon du tout. Pas bon du tout. Alors le vapotage, ça aussi c'est... alors là de nouveau pour la vapette là, j'ai demandé l'avis de mon chef de service parce qu'en réalité dans mon service, moi je suis spécialiste du muscle, mais tout ce que je peux vous raconter sur le poumon c'est soit je ne sais pas, soit j'ai posé la question à mon chef de service qui est pneumologue. Donc je lui ai posé la question étant fumeuse moi-même, si finalement la cigarette électronique, il y avait... Et donc, ce qu'il m'a répondu, c'est qu'il n'y avait pas assez de recul, parce que ça n'existe pas depuis assez longtemps, pour qu'on puisse dire quels sont les impacts négatifs que ça pourrait avoir. Donc, chez une personne qui fume 3 paquets par jour, et que ça peut l'aider chez cette personne spécifiquement à arrêter de fumer, pourquoi pas? Mais on ne peut pas dire si ça aura des effets néfastes. Mais par contre, la cigarette, on est sûr que ça en a des effets néfastes. Donc, si au lieu de fumer ces 3 paquets par jour, il vapote un petit peu,
et que ça peut l'aider à arrêter totalement, pourquoi pas. Le côté un peu, comment est-ce qu'on peut dire, pernicieux, vicieux de cette cigarette électronique, c'est que ça peut encourager les jeunes qui n'auraient pas fumé du tout, avec l'aspect marketing qu'il y a autour, ça peut inciter en fait des jeunes, avec les différents goûts, il y a melon, il y a tout ce qu'on veut, à vapoter. Et vu qu'on ne connaît pas l'effet délétère de la cigarette électronique, ça peut être dangereux également et inciter les plus jeunes à commencer à fumer alors qu'ils ne l'auraient pas fait avec une cigarette normale. Donc tout dépend du contexte en fait. Voilà. Merci beaucoup. Des applaudissements s'il vous plaît sur cette belle présentation. Les globules rouges, les vaisseaux sanguins, les véhicules, les routes, le